Jean-Éric Brennat, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre dans le Grand Journal. Vous êtes spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université Paris 2 Assas. On vous doit notamment le livre Géopolitique des États-Unis, paru aux presses universitaires de France. Je voudrais qu'on démarre cet entretien avec la situation en Syrie et la dernière sortie sur le sujet de Donald Trump. Hier, pour le président élu, la Turquie a effectué, je cite, une prise de contrôle inamicale du pays. La Turquie est très intelligente, ajoute Donald Trump. C'est un gars intelligent, il est très tenace, une allusion évidente au président turc Recep Tayyip Erdogan. Est-ce que des discussions ont déjà démarré entre les deux capitales, en particulier au sujet des Kurdes ? Alors, très certainement, mais on n'en a pas la preuve absolue. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que Donald Trump est quand même très ennuyé avec les développements en Syrie. Il s'était manifesté juste avant la chute de Bachar al-Assad en expliquant que cette guerre n'était pas la guerre des États-Unis et qu'il ne fallait pas intervenir. On a vu beaucoup de réactions dans son entourage, réactions négatives, c'est pour ça qu'on en parle bien entendu, expliquant que les Kurdes étaient quand même des alliés privilégiés des États-Unis et qu'il fallait donc les protéger. Et c'est vrai que tout cela a laissé un boulevard aux Turcs qui ont en ligne de mire leur lutte contre les Kurdes. Donc on a une situation très embrouillée pour le président américain à venir, qu'il va falloir qu'il éclaire très rapidement pour qu'on y voit un petit peu plus clair, pardon de m'exprimer ainsi, sur cette situation. On lit notamment dans les colonnes du Wall Street Journal que les États-Unis redoutent une offensive, une incursion terrestre turque au nord de la Syrie, pourrait créer éventuellement ensuite une zone tampon. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à moyen terme, Donald Trump décide du retrait des à peu près 900 soldats américains qui s'y trouvent pour collaborer avec les Kurdes depuis quelques années maintenant contre l'État islamique ? Écoutez, on peut se référer au premier mandat de Trump, puisqu'il a déjà essayé une première fois. Et en réalité, encore une fois, la réaction avait été très négative dans son propre camp, du côté des Républicains. Et il avait déclaré finalement que c'était une zone protégée pour les champs pétrolifères. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir à peu près la même situation. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. En tout cas, retirer les 900 soldats américains qui sont sur place paraît inimaginable, même si c'est vrai qu'il va réduire la voilure, puisque l'idée de Donald Trump, c'est de ne plus investir du tout dans le monde, mis à part, et on va peut-être en parler après, pour Israël. Pour le reste, Donald Trump veut effectivement retirer les forces américaines partout, que cela coûte le moins cher possible, et essayer de vivre tranquille dans son petit pays. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'aune du premier mandat de Donald Trump de sa relation personnelle avec Erdogan ? On peut dire que c'est une relation déjà ancienne, qui est pas mauvaise d'ailleurs, puisque c'est vrai que les deux hommes ont réussi à créer des contacts. Maintenant, ces déclarations sont une forme de compliment, Jean-Éric Brennat. C'est un gars intelligent, il est très tenace. Absolument, mais c'est ce qu'il a toujours dit à peu près de tous les dictateurs du monde. Je suis pas en train d'expliquer, comme le font beaucoup de mes confrères, qu'il admire les dictateurs, mais je crois qu'il les brosse dans le sens du poil. Je crois qu'il a compris que ces gens-là ont besoin aussi de reconnaissance pour avancer. Il fait comme il faisait au cours de son premier mandat, en bon New-Yorkais qui essaie de faire des affaires, commencer par à inviter les gens à table, donner une bonne bouteille, et puis essayer d'expliquer qu'on va avancer comme ça en discutant. Maintenant, ce que pense réellement Donald Trump d'Erdogan, c'est un peu plus difficile à dire. C'est certainement pas aussi glorieux qu'il veut bien le faire penser par ses bonnes paroles. Je crois qu'il y a une méfiance aussi réciproque de la part des deux chefs d'État, et puis des intérêts divergents. On l'avait vu avec l'affaire des F-35 à l'époque de son premier mandat. Cette fois-ci, il va y avoir clairement, encore une fois, des problèmes d'armement, mais il y a aussi le problème avec les Russes, et puis le problème kurde, bien évidemment, qui sont au centre des relations entre les deux hommes.
Donald Trump qui a réitéré hier son engagement en faveur, vous l'évoquiez brièvement, Jean-Luc Brana, de la libération des 100 otages retenus toujours dans la bande de Gaza. Il avait promis il y a quelques jours l'enfer sur terre, c'était ses mots. Alors j'ai oublié, s'il n'était pas libéré d'ici le 20 janvier, c'est-à-dire la date de son investiture à la Maison-Blanche, comment s'implique depuis son élection l'équipe du président élu pour atteindre cet objectif ? Écoutez, c'est très intéressant parce que ce qu'on voit dans le rapport entre Biden et Donald Trump, c'est que ça fonctionne très bien vis-à-vis d'Israël. Les deux hommes sont sur la même ligne. Il faut faire revenir les otages et puis il faut remettre la paix dans la région. C'est vrai que les deux équipes travaillent quasiment main dans la main et d'ailleurs, notons-le bien, il veut que les otages soient revenus avant le 20 janvier. On n'est pas dans une situation à la Reagan où justement on retient les otages jusqu'au 20 janvier pour les faire libérer juste après et donc créer. Faites référence à la prise d'otages de l'ambassade américaine de Téhéran à partir de 79. Excusez-moi, j'aurais dû le préciser, c'est ça. Et donc créer une humiliation pour le président précédent. Là, il s'agit de dire ça doit aller très rapidement. Et les émissaires de Trump, qui sont Steve Witkoff et Massad Boulos, sont déjà dans la région en train de travailler. Ils ont rencontré les responsables de l'Arabie Saoudite, du Qatar. On a sur place en Israël Jack Sullivan avec Brett McCurk qui eux sont les envoyés de Biden qui travaillent également très très fortement. Netanyahou a rencontré Adam Boehler qui est le nouvel envoyé de Donald Trump pour les otages et tout ça on le voit fait qu'il y a une mouvance très très grande et quasiment main dans la main entre les deux chefs d'État américains. Ce sont les États-Unis qui sont aux côtés d'Israël pour que la situation s'arrange le plus rapidement possible. On parlait d'Erdogan tout à l'heure, qui a aussi à voir dans cette situation. Anthony Blinken, d'ailleurs, était auprès de lui la semaine dernière et avec le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan. Donc, on travaille sur tous les fronts pour essayer de faire en sorte que les différences qu'on nous dit être de plus en plus faibles tombent à zéro. Or, on sait qu'il y a déjà eu dans le passé un presque accord, donc on va être très très prudent. Et là, il semblerait qu'on y arrive effectivement, et ça serait une très bonne nouvelle. Vous avez rapporté, Jean-Luc Brana, ces déplacements la semaine dernière de Steve Witkoff et de Massad Boulos en Arabie Saoudite et au Qatar. Est-ce que Donald Trump compte beaucoup sur la pression de ces capitales du Golfe sur le Hamas et pour obtenir du groupe terroriste palestinien des concessions supplémentaires ? Écoutez, c'était la stratégie de Donald Trump dans son premier mandat. C'était effectivement d'aller travailler avec ces capitales, le Qatar, l'Arabie Saoudite, d'arriver à un accord général dans la région, c'est les accords d'Abraham, et il veut persuader tout le monde que la paix est encore possible et qu'il faut perdurer sur cette voie pour effectivement amener à une paix générale. Alors là-dedans, il y a quand même un hiatus, puisque on a toujours cette question quid des Palestiniens et est-ce que c'est une solution à deux États ou pas. Trump là-dessus ne donne pas de gage sur la solution à deux États, même si dans son grand plan de son premier mandat, il y avait un État pour les Palestiniens, même si on ne savait pas trop où le placer, mais c'était déjà quelque chose qui était dans les esprits. Donc on attend de voir ce qui va se passer, mais effectivement, la différence du premier mandat, c'est que cette fois-ci, il aura 4 ans, et non pas une fin de mandat pour essayer d'avancer. Donc il y a peut-être des chances qu'il se passe de grandes choses dans la région. En tout cas, les espoirs reviennent et ça, c'est quand même heureux, je crois, pour l'ensemble du monde. Trump promettait, je le lisais en ouverture, qu'il apporterait l'enfer sur terre contre le Hamas dans la bande de Gaza s'il refusait de libérer ces 100 otages, dont on espère que la moitié est encore vivant. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement ? Est-ce qu'on peut imaginer que des troupes américaines, par exemple, soient envoyées sur place ou que des bombardements américains aient lieu contre certains sites du Hamas ou de djihad islamique ?
Alors les troupes sur place, je crois qu'il faut pas trop y penser puisque c'est l'idée de Donald Trump. On n'envoie plus de boys nulle part dans le monde. On ne fait plus couler le sang américain, quelle que soit la cause, si ce n'est pas pour défendre les intérêts premiers de l'Amérique, même avec un allié extrêmement fort. En revanche, c'est vrai que du côté de l'armement, du côté des bombardements même, il y a quand même une force de frappe américaine qui reste optimum. Et là-dessus, on peut tout imaginer. Donald Trump fait toujours la même chose, c'est qu'il fait des grandes phrases dans lesquelles vous pouvez mettre absolument tout et n'importe quoi. En tout cas, le but, c'est de faire peur, de rouler des mécaniques et de dire je suis de toute façon plus costaud que toi, donc tu as intérêt à écouter et venir à la table des négociations. Et je pense qu'il va être entendu parce qu'il est vrai que les Américains sont extrêmement puissants et ils le restent, et ils le sont plus que jamais aujourd'hui. Donc les moyens américains vont peser très fortement dans cette région. Vous le disiez tout à l'heure, Benjamin Netanyahu a rencontré le nouvel envoyé spécial du président élu américain pour les otages, Adam Boehler. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit. Toutefois, est-ce qu'on peut postuler que Donald Trump exige également des concessions du Premier ministre israélien pour accepter un accord temporaire applicable avant le 20 janvier ? Écoutez, on parle de cet accord. Je suis pas certain que Donald Trump exige quoi que ce soit de Netanyahou. Ils sont à peu près sur la même ligne, et c'est vrai que là-dessus il y a de véritables difficultés. Les médiateurs arabes d'ailleurs expliquaient que il y avait un obstacle, c'était avec ce cessez-le-feu. Est-ce qu'il va être permanent ou est-ce qu'il va être temporaire, puisque Netanyahou et Israël demandent à pouvoir reprendre les combats dès la fin de la première phase de l'accord. Donc on est là sur une vraie difficulté de point de vue et de savoir comment on peut naviguer. Il me semble que Donald Trump, s'il est logique avec lui-même, ne va pas se mêler de cette partie-là. Il va essayer d'avancer globalement ses pions dans la région et ses pions pour la paix, comprenons bien, puisqu'on est là-dessus, et pour faire revenir les otages, qui sont les deux obligations du moment, mais toujours dans la protection d'Israël. Et dans la protection d'Israël qui sera vue de la façon d'Israël. Il va pas demander un retrait de Tsahal de manière permanente comme le demande le Hamas. Il va plutôt demander au Hamas de faire plus de concessions parce que c'est la logique qu'il a suivie depuis le départ. Et selon le site spécialisé Times of Israel, le Hamas craindrait aujourd'hui que l'administration Trump autorise Israël à reprendre justement les combats à l'issue de la première phase de la trêve. Est-ce que vous diriez, Jean-Éric Brana, que Donald Trump pourrait, sur ce point également, se montrer plus flexible que l'administration de Joe Biden ? Ah oui, très certainement. C'est vrai que Biden était beaucoup plus enclin à chercher le compromis systématiquement, tout en maintenant un soutien fort à Israël, en expliquant et en répétant d'ailleurs, comme il l'a fait depuis le 7 octobre, qu'il fallait que Israël avait un droit à l'autodéfense et que ça passait évidemment par les combats qui ont été menés. Mais Donald Trump ira beaucoup plus loin parce que son soutien à Israël a été beaucoup plus marqué. Son soutien à Netanyahou a été beaucoup plus marqué aussi. Ça, c'est la vraie différence avec Biden ou Kamala Harris, qui avait une vraie réticence vis-à-vis de la politique de Netanyahou, notamment vis-à-vis des civils à Gaza, et notamment en ce qui concernait l'aide aux civils qui devait être beaucoup plus urgente à leur avis que ne le laisse penser Donald Trump, qui n'appuie pas particulièrement sur cette partie-là dans la conversation. Et précisons pour terminer que Joe Biden est également exprimé hier sur le sujet depuis la Maison-Blanche à l'occasion d'une cérémonie autour de la fête juive de Hanouka qui démarra la semaine prochaine. Merci beaucoup Jean-Éric Brana d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis et qu'on peut vous lire notamment l'un de vos derniers livres publiés au PUF, Géopolitique des États-Unis. Cet entretien est à retrouver notamment sur notre chaîne YouTube. Très bon après-midi à vous. Au revoir.